suis ravie de vous retrouver de la galerie Marronnage pour vous présenter ce mois-ci le livre de Fatma Bouvet de la Maisonneuve, L'île aux mers, que j'ai grand plaisir d'accueillir aujourd'hui, Fatma. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'association qui porte ce book club depuis bientôt 12 éditions. Femmes et diversité, c'est une association que j'ai créée il y a presque 2 ans. C'est une association qui propose un changement de regard sur le féminin et sur la diversité à travers des outils de communication que nous produisons et réalisons à travers 3 axes de travail. Le premier axe, c'est un film documentaire sur les femmes, sur la transmission, sur l'identité plurielle à travers les femmes. Il s'appelle Franco-Maghrébine, portrait d'une nation française, et c'est un film qui sortira à l'automne et que j'aurai plaisir de présenter dans quelques salles de cinéma. Le deuxième axe, le deuxième axe de travail, c'est une collection de portraits de femmes inspirant de toutes les diversités. Et enfin, le troisième axe de travail, c'est un cercle littéraire mensuel qui donne la parole aux écrivaines qui nous enchantent et qui nous interpellent sur le féminin. Alors, je vais vous demander de désactiver vos micros pour éviter le bruit. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être à nouveau dans la galerie Marronnage. C'est une galerie d'art humaniste qui met en lumière les artistes engagés du continent africain, des Caraïbes et de l'océan Indien. Et nous sommes devant les œuvres de Joe Okitawonia, si je prononce bien, et la belle sculpture de Sandrine Plante. Donc, c'est une galerie qui est située dans le quartier historique du Vieux-Lyon. Et je vous invite toutes à venir faire un tour si vous êtes de passage à Lyon, parce que le détour en vaut vraiment la chandelle. Alors, chère Fatma, je suis très heureuse d'être avec vous, de vous revoir, parce qu'on s'est déjà rencontrés à Paris il y a quelques temps de cela. Vous êtes psychiatre, addictologue, et vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages, dont Une arabe en France, Une vie au-delà des préjugés, que j'ai eu grand plaisir à lire. Et vous signez votre premier roman avec L'île aux mers. Le jeu de mots est saisissant. Il s'agit d'une île, une île aux mers, mais aussi de l'odyssée d'une femme en prise avec la maternité. Ce roman pose le lien puissant et pourtant si fragile entre la mère et son enfant, et entre le féminin et la maternité. Ève, l'archétype du féminin dans la Genèse, bien entendu, c'est le personnage central de votre intrigue. Elle va à la rencontre d'elle-même dans cette île, cet Éden, où elle va confronter son choix viscéral de porter la vie ou non. Grâce à sa rencontre avec ces femmes, ces mères, blessées mais néanmoins puissantes, elle va prendre la mesure de ses blessures pour mieux les penser. Alors, ma première question, c'est comment vous est venue l'idée d'écrire un roman? Il faut désactiver. Alors, donc du coup, je garde mon micro allumé, moi. C'est ça? D'accord. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invitée. Merci beaucoup. Merci à la galerie que je suis donc depuis, et j'apprécie particulièrement ce que vous exposez. Alors, pourquoi ce sujet? Parce que le sujet de la maternité fait partie des questions que je me pose en tant que fille de ma mère, mais aussi en tant que femme qui ait eu tout de suite, à un moment donné, eu très très envie de façon, comme on dit, viscérale d'avoir un enfant, et je ne saisissais pas ce besoin. Et du fait de mon métier, je rencontre énormément de femmes qui sont en proie avec ce désir et qui n'y parviennent pas, ou qui ont des enfants et qui ont des difficultés et qui s'interrogent sur la maternité, sur le regret d'avoir voulu être mère parfois, le regret d'avoir des enfants, d'être d'une certaine façon emprisonnée par le rôle de mère. Mais ce sont des choses qui ne se disent pas, parce que la maternité est sacralisée par la société, par les religions, par toutes les cultures. Et donc, nous, quand on est mère, on n'a pas le droit de dire ce qui ne fonctionne pas. Et donc, j'ai voulu réfléchir à la maternité, et en fait, j'ai cherché. D'ailleurs, c'est intéressant parce que si vous tapez sur Google et que vous voyez chercher maternité,
vous tombez sur les PMI, la contraception, mais rien de ce qui est véritablement féminin, corporel et je dirais sensuel, émotionnel et affectif. Donc, je suis passée vers les philosophes. Et les philosophes connus étant essentiellement masculins, j'ai trouvé quelques personnes qui réfléchissaient la maternité et elles se sont focalisées sur l'instinct maternel, ce qui ne m'intéressait pas parce que la question était de savoir si c'était vrai ou c'était faux. Mais en fait, personne n'a trouvé la réponse. Et donc, je me suis dit qu'il n'y avait qu'une seule façon de raconter la maternité, c'était justement à travers des émotions et à travers des histoires. Et j'ai voulu faire un roman, une sorte de roman initiatique avec énormément de métaphores pour celles qui l'ont lu et celles qui le liront, qui fait un parallèle entre, enfin, c'est drôle parce que il y a beaucoup de symboles bibliques, alors que je ne suis pas chrétienne, mais j'ai trouvé, mais je suis fascinée en fait par l'art chrétien et j'ai trouvé des choses, comment dire, qui relevaient de la création du monde, qui pouvaient faire le parallèle avec la création d'un être humain et sur une île déserte, mais on en parlera après, mais voilà, c'est l'équivalent vous trouverez ce que c'est comme équivalent. Voilà. Oui, oui. On en parlera effectivement un peu plus tard. Si vous avez des questions, mesdames, n'hésitez pas à lever la main ou à le manifester. C'est vrai que ce que vous dites sur la forme du livre, moi, je l'ai trouvé vraiment sans tabou et parfois assez frontal. Et c'est vrai que c'est assez inattendu parce qu'on n'a pas l'habitude de parler des affres de la maternité de cette manière. Moi, il y a un passage qui m'a énormément embrassée, c'est notamment lorsque vous abordez la question du handicap et de cette mère, donc la mère de Victoria, comment dirais-je, qui refuse en fait d'assumer la responsabilité du handicap de sa fille. Et voilà, moi ça m'a vraiment retourné l'estomac et j'aimerais savoir pourquoi vous avez décidé d'aborder cette question sur ce ton-là en fait. Alors, ça fait partie aussi de mes objectifs en général dans le travail que je fais pour celles qui ont lu mes essais. L'objectif de mon travail est d'aller au-delà des préjugés et surtout de lever des tabous. Et ce que je pense, c'est que lorsque l'on parle de la féminité et en particulier de l'intimité féminin, ça paraît assez obscène et c'est souvent très censuré dans le débat public et par ceux qui nous écoutent, qui sont essentiellement des hommes et qui décident de ce qui se dit et de ce qui ne se dit pas. Et donc, nous n'aurions pas le droit, nous, d'avoir nos paradoxes, nos contradictions, nos états d'âme, nos dégoûts pour nous-mêmes, nos interrogations. Et ce sont des choses qu'on ne se dit qu'entre nous. Et donc, cette île aussi montre que ce qu'on se dit entre nous reste enfermé entre nous et j'avais envie de le rendre public parce que pour celles qui vont le lire, vous allez voir en termes d'expression de désir, de s'aimer, d'aimer son corps, des questions de couple, des choses comme ça, ce sont des choses qu'on partage entre nous, les règles, le poids, etc. sont des choses qu'on partage entre nous, mais qu'on n'a pas très envie d'écouter dans la société. Et donc, alors que c'est comme ça qu'on se parle, en fait. Et puis, je me suis inspirée aussi de ce que j'entends dans mon cabinet. Et ce sont des mots qui ne font pas de détour, on va droit au but. Et je voulais donc rendre publique la parole des femmes. Oui, c'est libérer quelque part cette parole qui est souvent voilà, sublimée et puis cette maternité qui est souvent, on va dire… Oui, idéalisée. Et d'une certaine façon, Ève, elle permet la libération de la parole de toutes ces femmes qui lui permettent en fait de se libérer elle-même. Enfin, il y a quelque chose de très réciproque en fait dans cette histoire. Exactement, il y a beaucoup de résonance entre Voilà. l'archétype du féminin, la première femme quoi, dans Oui.
absolument, ouais. Qui vient aussi autoriser ces femmes à parler et par là même de libérer le poids qui la contraint ou ce poids dont elle veut se libérer pour savoir si oui ou non elle veut devenir mère. On va pas raconter. Voilà. Je vous donne la parole, mesdames. Alors, qui veut poser une question en lien avec, je veux dire, avec le livre ou le sujet de la maternité? Est-ce que vous voulez que je commence par lire l'intro? Oui, avec plaisir. Ouais, l'introduction. Ok. Alors, il s'agit du prologue en fait. Nous sommes le 30 juin, il est 21h30. Le soleil étend ses derniers rayons sur la Garonne. Les familles et les groupes de jeunes profitent de la douceur de la soirée et flânent sur les quais. Le bar est plein à craquer, la musique est forte et les empêche de s'entendre. Comme chaque année, Ève se plie à la contrainte de l'apéro de fin d'année avec leur bande de copains qui sont surtout ceux de Jérôme, son mari. Ils sont une dizaine et Jérôme, comme à son habitude, est toujours le dernier arrivé. Ils ne parlent pas, ils crient tous. Les uns évoquent leurs projets professionnels en cours, les autres leurs futures vacances. M n'aime pas être au milieu de la tablée. Comme elle arrive toujours à l'avance, c'est elle que l'on pousse vers le centre de la banquette au fur et à mesure que les autres s'attablent. En réalité, c'est une mauvaise position, parce que les groupes se forment plutôt vers les extrémités. Jérôme se met en bout de table. Il lui envoie un baiser de loin et prend les discussions en cours. Lorsque vous êtes au milieu, vous devez vous pencher soit vers la conversation à votre droite, soit vers celle de l'autre côté. Selon les propos attrapés, Ève écoute d'un côté puis de l'autre. Dis donc, tu as intérêt à récupérer pendant ces vacances. Tes cernes t'arrivent jusqu'aux joues. Elle a de la chance, ton amie, d'avoir un copain qui s'occupe autant du bébé. Nous sommes passés au biberon parce qu'elle était crevée par l'allaitement. Nous allons le laisser une semaine chez ses grands-parents et on partira en amoureux en Bretagne. Moi, je dois boucler la présentation pour le conseil départemental la semaine prochaine. C'est long et compliqué et ça a été reporté je ne sais combien de fois. Attends, mec, on boit un coup là. Interdiction de parler boulot. Nous ne partons qu'en août, comme chaque année. Les enfants travaillent un peu en juillet, puis on loue tous une grande maison dans le Lot. Il y a les cousins, les oncles et les tantes. Les grands-parents sont ravis de voir tous leurs petits-enfants. Tu n'y échapperas jamais, se dit Ève, qui se tourne alors vers sa gauche. Nous ne pouvons pas prendre la voiture pour cet été, mon ami est à 7 mois de grossesse, alors nous irons en train jusqu'à Marseille pour retrouver un couple d'amis avec leurs enfants. Alors c'est pour bientôt. Est-ce que tu vas prendre un congé paternité? Il paraît que c'est conseillé parce qu'on ne dort pas beaucoup les premiers jours. Ça dépend des bébés, mais en général, ils nous réveillent beaucoup au milieu de la nuit. Mais surtout, il ne faut pas céder à la facilité de le mettre dans votre lit. C'est totalement contre-indiqué. Oui, c'est facile à dire, mais en réalité, quand tu dois être en forme pour bosser le lendemain matin, tu craques et tu le prends entre sa mère et toi. Je suis désolée. C'est totalement déconseillé. Ça a des conséquences psychologiques énormes sur l'enfant. Ben, c'est une question de vie ou de mort. Parfois, si on le laisse brailler toute la nuit, on ne tiendrait plus debout. Tiens, on va demander à Fred s'ils prennent leur fils dans leur lit, c'est du tout frais chez lui. Il se penche vers l'extrême droite de la table pour interpeller Fred aux yeux, aux cernes jusqu'aux joues. Dis Fred, vous le prenez dans le lit, votre gamin, quand il pleure la nuit? Ouais, quand on n'en peut plus. Je sais que c'est mal, mais c'est le seul moyen de dormir. Moi, je n'ai jamais cédé. Tu vois ce que je disais? Il ne faut jamais mettre les enfants dans le même lit que leurs parents. C'est incestueux. Oh, mais tout de suite, les grands mots. Attendez, on ne s'entend pas là, tout le monde parle en même temps. Moi, avant d'avoir mes enfants, j'ai lu des dizaines de livres au sujet de l'après-accouchement et ils le déconseillent tous. À cet instant, Ève jette sa serviette. Elle prend la note,
regarde le prix de sa consommation, colle bruyamment un billet de 10 € sur la table, se lève en renversant son verre. Sous les regards surpris des autres, elle arrache son sac posé sur le rebord de la banquette, passe derrière ses voisins qui se serrent pour lui laisser de la place et sort en courant, sans répondre aux appels affolés de Jérôme, qui se précipite pour la rattraper, mais elle a déjà disparu. Voilà une belle entrée en matière qui nous montre que finalement, on est entouré de brouhaha. Alors, Annie nous rejoint. Donc, Ève est vraiment acculée par ses parents parfaits et elle essaye de trouver sa place finalement dans ce brouhaha qui exige de la mère de répondre à un certain nombre d'injonctions en fait. Et surtout, on ne parle que de maternité. Surtout, on parle que des enfants. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ce premier passage? Alors, Magali a eu des triplés. Alors, elle sait ce que c'est que d'être mère et d'assumer cette maternité aussi nombreuse, quoi. Oui, effectivement, je dirais que c'était la première fois et dernière fois. Il n'y a pas eu d'autres enfants derrière. Je me reconnais un petit peu dans cette préface-là où j'avais, moi, personnellement, un désir de maternité enfoui depuis longtemps. Et ça a été long à venir. Donc, effectivement, j'ai vu un petit peu autour de moi des collègues dans la famille, des femmes devenir mères. Et donc, toutes les discussions qui tournent autour, que ce soit de leur propre mère ou les voisins, les amis qui donnent leurs avis, qui disent il faudra faire ci, il faudra faire ça, etc. Et donc, moi, je n'étais pas, entre guillemets, encore concernée parce que je n'étais pas encore enceinte. Et quand je suis tombée enceinte, donc forcément, ça a été une grosse surprise parce que je ne m'attendais pas à des triplés, hein, on l'a su très tôt. Mais du coup, il y a une deuxième inquiétude, ou enfin, plein d'autres inquiétudes, j'ai envie de dire, parce qu'on se pose tous la question, est-ce qu'on va être une bonne mère ou comment je vais faire? Mais quand on en attend trois, voilà, on est encore dans une autre dimension. Et tout ce qu'on entend comme conseil, en fait, en réalité, ça s'applique, ça peut pas s'appliquer. En fait, on découvre la maternité vraiment quand on vit ce moment-là. Et moi, c'est ce que j'ai donné comme conseil après coup à beaucoup d'autres mamans. On me dit, ah mais toi, tu en as eu 3, forcément. Oui, mais c'était la première fois aussi. Et en fait, c'est unique, ça appartient à chacun, c'est en fonction de son histoire, c'est en fonction de ses envies, c'est en fonction de aussi sa capacité à accepter tout ça. Et c'est un grand bouleversement. Et en fait, je pense qu'il faut accepter que chacun le vit à sa façon. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. Enfin, il y en a qui le vivent mal, hein, ça c'est sûr. Mais c'est aussi une réalité et il faut l'accepter. Mais en fait, ce que j'essaie de dire aussi dans ce livre, c'est que quel que soit ce qu'on vous dit, et quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, vous y allez quand même, en fait. On n'a pas le choix. Une fois qu'on est mère, on n'a pas le choix et on fait avec ce qu'on a. Et c'est comme une sorte de fatalité aussi, d'aller de l'avant et de faire comme on peut. Et c'est ça qui... et malgré ce qu'on vous dit sur la difficulté de la chose, etc., on y va quand même. Et c'est ce mystère-là, en fait, qu'on n'arrive pas à percer. Alors évidemment, si on se mettait toutes à ne plus vouloir avoir d'enfants, l'humanité s'éteindrait, mais il y a quelque chose d'assez indicible qui fait que malgré tout, on y va, quoi. Et puis, il y a une certaine solitude aussi dans ce vécu, c'est que la femme, lorsqu'elle devient mère, il y a quelque chose de l'ordre de la solitude, de recentrage vers soi-même, parce que c'est quelque chose qu'elle va vivre seule. Même si elle peut avoir un conjoint, il n'empêche que c'est une expérience d'une grande solitude, parce qu'on vit les choses dans son corps, dans sa chair, cette transformation du corps et la mesure en fait de la responsabilité d'assumer cet enfant que l'on porte. Donc, il y a quelque chose de très puissant. Je vais donner la parole à Nassira. Alors, je reviens sur... je me permets de te tutoyer. Oui. Ah, pardon. Ouais, pardon.
je reviens sur ce que tu disais et je me permets de te tutoyer. En fait, il y a une solitude qui, à la fois, on décide de porter cette solitude ou pas. Parce qu'on fait pas. Enfin, quand on fait un enfant dans le cadre d'un couple, dans quelque chose de classique et pas dans le cadre d'une mère seule, etc., je pense que c'est des logiques qui sont encore certainement différentes. Il y a une démarche qui n'est pas la même. On le fait ensemble. Et c'est jusqu'à quel point, en tant que femme, on laisse de la place à cette personne qui nous accompagne pour qu'elle aussi assume et endosse son rôle, en fait, hein, parce que le changement physique, il est chez nous, mais il y a d'autres façons d'intégrer son conjoint. Enfin, moi, je parle de ma propre expérience. Sur demande de mon conjoint, pour la première, on a fait de l'autonomie et ça a été quelque chose de magique. Ça a été une vraie façon d'aborder le sujet à trois. Donc, il y a cette solitude, évidemment, puisque le corps, la transformation physique, chimique, elle est chez nous. Et à la fois, j'ai envie de dire qu'il y a moyen de partager avec celui qui nous accompagne ou celle. Enfin, je dis mon conjoint parce que c'est un homme, mais ça pourrait certainement être une femme aussi. euh, pour lui faire vivre des choses qui sont aussi qui sont peut-être pas forcément de l'ordre du physique, mais qui sont peut-être d'un tout autre ordre, puisqu'avec l'autonomie, on arrive à communiquer avec ce bébé et à créer une vraie symbiose à trois. Et dans notre cas, nous avons accouché à trois. Enfin voilà, je comprends la solitude, mais je comprends aussi qu'il y a tout un travail à faire envers soi-même pour ne pas être seul et accepter l'accompagnement de l'autre, surtout quand on est dans une démarche où on le fait à deux, peu importe ce deux, si c'est un couple mixte, enfin, un couple hétérosexuel ou un couple homosexuel, mais je pense qu'il y a de cet ordre-là qui fait qu'on on peut arriver à construire quelque chose de différent. En tout cas, c'est mon expérience et c'est mon expérience à 40 ans. Enfin, on en parlera peut-être après, mais il y a aussi des maternités qui arrivent à différents âges. Et il y a ce regard aussi social de à quel âge, jusqu'à quel âge on peut avoir des enfants et c'est quelles limites on se met. Je voudrais réagir là-dessus, si vous permettez, Ouais, je Leïla. vous en prie. C'est que moi, je suis allée beaucoup plus loin, en fait. Moi, dans ce livre, en fait, je considère qu'on ne fait pas un enfant qu'à deux, et que le conjoint, on pourrait même peut-être s'en passer. C'est-à-dire que pour Ève ou pour nous toutes, c'est la vie qui nous nourrit, c'est la vie qui nous féconde. Et c'est la maturité qui peut faire que eh ben, on conçoive un enfant. C'est le parti pris que j'ai pris dans le livre. Les hommes sont présents. Jérôme, qui est le mari de Ève, est plus ou moins présent. Mais mon idée, c'est que on devient ou on ne devient pas mère. Là n'est pas la question, mais on devient une femme accomplie ou une femme qui a réalisé ses désirs en vivant et en prenant des coups et en s'alimentant et en se nourrissant des autres. Donc, dans cette histoire-là, si je vais au bout de la réflexion, je comprends ce que vous dites parce que c'est quelque chose, je dirais, de pratique voilà, d'une communion. Mais en fait, je ne crois pas que vous soyez trois. Je pense que vous êtes deux, en fait. Je ne pense pas que les hommes, encore une fois, c'est mon parti pris, hein. Et donc, je reviens. Vous verrez que en allant à l'extrême de ce que je voulais dire, une femme peut se passer d'un homme pour avoir un enfant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut se passer d'un homme pour avoir un enfant. Et donc, sur la question de la solitude dont parlait Leïla, ça amène à la réflexion sur le cordon ombilical dont je parle beaucoup. Je pense en effet que quand on est mère, c'est une expérience tragique parce qu'on sait qu'on va donner la vie à un individu qui va mourir un jour. Donc on porte à la fois la vie et la mort en soi. Et on la
a décidé ou ça nous est tombé dessus, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on porte. On porte en réalité la métaphore de la vie, c'est-à-dire à la fois la naissance et la mort en soi. Sur le plan physique, nous sommes extrêmement déformés. Moi, je fais par exemple partie de ces femmes qui, lorsque j'ai appris que je portais un enfant, il y avait quelque chose de particulier qui m'angoissait, c'est jusqu'où pouvait s'étendre mon ventre. Je mesure 1,55 m, je pèse 46 kilos. J'ai eu des enfants qui sont très, très balèzes. Et à un moment, je me suis dit, je vais exploser, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a cette sensation corporelle. Je suis de celles qui vit avec son corps. Je sens mon corps. Et lorsque je voyais mon ventre grossir, je me disais, mais c'est un gamin, mon deuxième faisait 4,09 kg, quoi, pour mon gabarit. Et je me disais, mon corps est en train de se défaire. Donc, ce sont des angoisses qui sont très, très, très importantes et qui sont vécues seules parce que qu'est-ce qu'on vous raconte? Oh, mais pendant des millénaires, les femmes ont porté ça. Mais non, mais en fait, il s'agit de moi. Là, il s'agit de moi. Et cette solitude-là avec l'enfant qui grandit, on a beau partager avec le partenaire qui est archi présent, le mien était, on a tout fait comme il faut, comme vous, etc. Mais non, je crois qu'il y a quelque chose de définitif qui nous lie à l'enfant. Regardez, je veux dire, dès que vous avez un enfant, vous êtes transformé. Il y a toujours une case dans votre tête qui fait qu'il est toujours là. Toujours, toujours, toujours. On n'est plus libre, c'est fini. Moi, je dis à mes patientes, dites au revoir à tout le reste. C'est fini, c'est terminé. Et on peut pas, je pense qu'on ne peut pas se cacher ça. Mais c'est pour le meilleur et pour le pire. Hein. Je veux dire, ça peut, bon, très souvent pour le meilleur. Et moi, je pense que cette solitude-là, en fait, elle est très angoissante et elle mène à la question du cordon ombilical qui est tant de fois, chahuté par les psychiatres, psychothérapeutes, machin, les histoires de couper le cordon ombilical. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il ne se coupe pas, il se distend. Voilà, c'est une espèce d'élastique. Même quand l'enfant est mort, il est encore là. Vous voyez? C'est vrai que ce qu'on ressent dans le livre, il y a cette solitude et c'est seulement une femme ou une mère qui peut comprendre une future mère. Oui. Parce qu'il y a ce lien. Il y a le camp des initiés, de celles qui savent et celles qui ne savent pas. C'est ce que je dis. Et c'est pour ça qu'en fait, les seuls philosophes qui puissent parler de la maternité, ce sont les mères. Et d'ailleurs, Ève, elle se sent exclue de celles qui ne savent pas, de celles qui savent. Elle est celle qui ne sait pas. Et quelque part, je voulais vous poser la question, est-ce que vous pensez que l'être humain mesure vraiment la responsabilité que c'est que de devenir parent? Moi, c'est la question que je me suis posée en fait en lisant le livre, c'est que entre les lignes, on s'aperçoit qu'en fait, que c'est tellement difficile, c'est tellement dur, parce que bon, sa vie déjà est compliquée, mais assumer la vie d'un enfant, parce que c'est pas simplement lui donner la vie, c'est aussi être co-responsable de ses actes. Et aussi savoir que vous donnez la vie, mais que cet enfant va mourir et qu'il peut même mourir avant vous. Enfin, je vais pas Bien sûr. Mais c'est pour ça que je trouve qu'on se lance vers une tragédie. Oui. Je trouve que c'est tragique la maternité en fait. Mais sur la question de la responsabilité, je pense qu'on a beau vous le dire, vous le répéter, que c'est compliqué, que vous avez la charge d'un être humain, d'un être vivant, etc. Je pense que ça n'y fait, et c'est ça qui est terrible, c'est que ça n'y fait rien. Mais vous avez une phrase, par exemple, moi je l'entendais avant, ça ne me faisait pas grand-chose, mais est-ce que on a tout entendu autour de nous. Ah, on a décidé de mettre en route le 3e. Ouais. Mais c'est pas un jeu, quoi. Mettre en route le 3e, mais enfin... Voilà, quand on mesure ce que représente cet acte-là, enfin, je veux dire, la procréation, mettre en route, c'est pas, enfin, je sais pas, c'est pas
on se met pas en voiture, on décide pas. En même temps, on est quand même dans une société de consommation, donc ça correspond toujours à un plan, comme un plan de carrière, un plan de Ah famille. oui, 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 aussi. C'est ça. Aussi, mais après, la réalité vous rattrape. Parce que bon, je vais décider d'avoir un diplôme, un job, ensuite mes enfants, ensuite la maison et le chien. Mais bon, après, si le gamin, soit est malade, soit il y en a 3 au lieu de un, on n'a pas la possibilité d'acheter la maison qu'on veut. Voilà, par exemple. Et donc, la réalité vous rattrape. Là. En fait, c'est ça, c'est que la vie est toujours imprévisible, imparfaite, et qu'on a beau planifier, non, rien ne marche comme vous l'avez imaginé en fait. Absolument. Quelqu'un veut poser une question Annie, est-ce que... Voilà, je vous laisse la parole. Micro? On n'entend pas. Bon, je laisse la parole peut-être à Sophia, Rania, en attendant qu'Annie... Allô? Oui. Bon. Toi Moi, aussi, tu as 3 enfants, Sophia. Oui, moi j'ai 3 enfants. Moi, c'est plus sur les questions d'éducation. Par exemple, moi, mon plus grand a 17 ans. Et des fois, forcément, on n'est pas d'accord sur plein de choses. Et il revendique parfois ma façon d'éduquer le plus petit. Il trouve que je suis laxiste ou trop cool. Il me dit, c'est pas comme ça. Enfin, voilà, on a eu des discussions comme ça, justement, et ça me rappelle un peu ces discussions que vous venez qui étaient en tout début de roman, des uns et des autres. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais même dans l'éducation, plus tard, on a aussi toujours ce genre de remarques quand on fait bien ou moins, pas très bien ou très bien les choses. Et souvent quand on ne les fait pas très bien d'ailleurs. Et, et justement, quand mon fils me faisait ce reproche-là, moi je lui ai dit, écoute, tu sais, quand je suis devenue maman, d'ailleurs c'est toi qui a fait que je suis devenue maman, parce que tu es mon premier, je ne savais pas comment on éduque les enfants. Je dis, moi, tu sais, j'apprends tous les jours. Et si je fais des erreurs, on en discute. Tu as raison, c'est possible que je ne fasse pas bien les choses tout le temps, mais je suis comme toi. Et bien, ça l'a séché. Et je me dis, mais en fait, c'est exactement ce qu'on ressent quand on lit votre livre. C'est que oui, il y a plusieurs façons d'être mère, il y a plusieurs façons d'être père aussi. D'ailleurs, la place du père, c'était une question que j'aurais bien voulu aussi vous poser, Fatma, à la lecture du livre. Alors moi, je ne l'ai pas fini, hein, donc Vous en êtes où? pardonnez-moi. Vous en êtes où? J'en suis à peu près... Alors, attendez. Je vais vous Dites-moi dire. quel chapitre en fait, parce que les pages, je ne me souviens pas. Alors, j'en suis... Enfin, moi, là, ce que j'ai lu là, ce matin, parce que j'en ai lu un passage encore ce matin, c'était un passage où on parlait beaucoup de Aziz. D'ailleurs, je commence beaucoup à m'attacher à ce personnage. Oui, bah oui. Bah oui. Que je trouve formidable en plein de points. Et s'il devait représenter la paternité dans le livre, alors c'est l'idéal paternel, je trouve. Il est d'une générosité presque maternelle, d'ailleurs. C'est bien lu, c'est très bien lu. C'est exactement ça. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire par rapport à... Je vais vous répondre sur la question de l'éducation pour faire un lien avec le livre. Hein. En fait, ce que j'essaye de raconter dans le livre, c'est que quoi qu'on fasse, ça sera mal. Et quand vous dites à votre fils, moi j'apprends, en fait, vous avez parfaitement raison. Vous avez de la chance qu'il ait séché parce que vous en avez d'autres qui continuent à demander à ce que vous fassiez mieux. mais parfois, en fait, je me demande comment on fait. Parfois, moi, un jour, une femme m'a dit, j'ai l'impression, alors qu'elle a des enfants qui sont bien dans leur peau, qui réussissent, etc., elle m'a dit, j'ai l'impression qu'ils ont grandi tout seuls parce que j'ai rien fait. Or, elle a tout fait.
Et elle m'a dit, mais personne ne m'a rien appris, etc. Et je me suis dit, mais quel constat, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, il n'y a pas de manuel. Il n'y a pas de manuel. On est toutes là à se débrouiller avec nos propres moyens, l'angoisse du jour de l'accouchement parce qu'elle existe, comment je vais faire après, l'allaitement, s'il ne mange pas, on devient dingue. Enfin, vous voyez, ce genre de choses-là, et chacun le vit à sa façon. Donc, vous avez tout à fait raison d'avoir dit, je suis en train d'apprendre, moi aussi, comme toi. Et sur la place du père, en fait, dans le livre, les hommes sont très présents. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les pêcheurs sont très présents, et les pêcheurs permettent une évasion vers l'inconnu. Hein, quand ils partent le soir pêcher et qu'elle ne sait pas s'ils vont revenir et qu'elle voilà, elle s'imagine beaucoup de choses quand ils partent. Bon, je ne vais rien dire sur Jérôme parce qu'il ne faut pas le dire, mais en fait, Aziz, c'est la figure paternelle, mais qui est en quelque sorte le père nourricier. Parce que vous dites c'est une image maternelle, mais c'est un père nourricier, c'est une mère nourricière, mais c'est un homme, physiquement un homme avec voilà, ses moustaches, sa grande carcasse, etc. Mais et protecteur. Alors bon, on est dans la caricature, mais j'assume parfaitement. Et lui, il est important parce qu'il facilite aussi. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, en fait, on pourrait même imaginer qu'on fasse un enfant à plusieurs. Il y a un proverbe, on dit qu'il est africain. Alors, je ne sais plus maintenant ce qu'on dit, un proverbe japonais, chinois, africain, tout ça, mais pour faire grandir un enfant, il faut tout un village. Et ben moi, je dirais, pour faire un enfant, il faut tout un village. Et donc, Aziz est effectivement facilitateur de la rencontre de ces femmes, puisque c'est dans cette pension, sa pension à lui, où elles se retrouvent toutes. Mais il y a aussi un autre personnage qui est très important et qui est le fil rouge d'une certaine façon, c'est Cheveux Rouges. Cheveux Rouges, c'est un personnage un peu foutraque comme ça, un peu original, qui fait tout le temps des gaffes, mais ce sont des gaffes qui sont nécessaires parce que ce sont des gaffes qui font parler des femmes. Absolument. Absolument. J'ai une question de Annie, dont le micro ne marche pas, donc elle a envoyé dans le groupe. C'était plutôt de témoigner de mon expérience, du fait que mon mari, quand je voulais un enfant, m'a dit qu'il m'a dit oui, au bout de plusieurs mois ou années. De toute façon, ce sont toujours les femmes qui décident, entre guillemets. Et aussi à propos de « on va mettre le troisième en route », des angoisses de celles qui n'arrivent pas à être enceintes parce qu'elles ont cru que leur corps était à leurs ordres, alors que non. Alors, il y a Nadia qui nous rejoint, il y a Nadia Atrobi-Safsaf qui vient de m'envoyer un texto, donc je lui dis bien sûr qu'elle pouvait venir. Et aussi ma forte conscience de l'aspect dramatique du choix d'avoir des enfants. Une fin de tout et le début de toute autre chose, comme une chute dans un goulet, un chemin qu'on ne pourra jamais plus faire à l'envers. Je suis grand-mère et j'ai encore ce sentiment inéluctable de destin, de la maternité. J'adore, c'est magnifique. Ce sont des témoignages, hein, ce n'est pas des questions, mais j'adore ce que vous dites à la fin. Mais c'est exact. Vous avez lu mon livre? Voilà, c'est exactement ce que enfin, c'est entre autres le fond de ce que l'essentiel de ce que j'avais envie de dire. C'est un voyage aller sans retour, en fait. C'est ce qu'un des personnages dit dans le livre. Mais excusez-moi, je peux? Oui, Syrah, allez-y. Quand vous dites c'est un voyage aller sans retour, c'est aussi un voyage vers soi-même. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression, en tout cas dans mes 2 maternités, que c'était un retour à moi et un retour à ce qu'il y avait de plus puissant en moi, en fait. Hein. Moi, j'ai connecté avec quelque chose, mais ça a été comme ça, quoi. Enfin, vraiment de l'ordre d'une puissance que alors que j'ai
enfin voilà, j'ai confiance en moi, j'ai fait beaucoup de choses, je suis consciente de ce que j'ai construit, de ce que j'ai bâti, etc. Mais j'ai pris conscience qu'il y avait une force qui était encore plus forte que le mental, en fait, hein, qui était dans le corps, cette puissance du corps qui est capable de créer et de ne pas créer quand des fois la machine s'enraye ou la machine ne fonctionne pas, mais que quand il crée et qu'il livre et qu'il délivre, il y a dans cet accouchement et dans tout ça un espèce de voyage merveilleux vers soi qui est, qui est indicible, qu'on ne peut pas partager parce que toutes les femmes ne le vivent pas pareil et qui, quelquefois, on nous prend pour des illuminés, quoi. On peut limite nous penser que ah, mais t'as tout fantasmé, quoi. Et à la fois, je comprends aussi toutes les femmes qui ne le vivent pas bien parce que c'est aussi une réalité. Ça n'est pas que un conte de fées et quelque chose de merveilleux, mais c'est ça, c'est jusqu'à quel point on est capable de s'embarquer dans ce voyage et de se laisser emporter, de se laisser guider par autre chose que ce cerveau, que cette tête qui est là, mais qui nous emplit de doutes et se faire confiance. C'est une autre façon de se faire confiance qui n'est pas du tout intellectuelle, mais qui va passer par l'alchimie du corps et quelque chose même j'irais même j'irais même plus loin, j'irais dans le sens d'une harmonie avec l'environnement dans lequel on est, quoi, et qui fait que du coup, on arrive enfin voilà, il y a une espèce de lumière qui vous traverse et vous savez même pas d'où elle vient, ni comment elle est venue, et ni comment elle repart, est-ce qu'elle reste. On a limite envie qu'elle reste, mais en fait, c'est juste un instant qui est l'instant présent et qui nous emmène ailleurs. Mais j'avais une Oui. question par rapport à vos personnages. Comment vous les avez construits, ces différents personnages? Alors, il y a des personnes que j'ai déjà rencontrées dans la vie, enfin, pas du tout entièrement, on va dire. Il y a 2 thématiques que j'ai eu à suivre à mon cabinet et d'autres qui sont inspirées d'autres histoires. Mais je dirais que peut-être les 2 thématiques les plus qui ont ouais, enfin vous lirez, mais oui, ouais, tout est changé. Elles se sont pas, d'ailleurs, mes patientes ne se sont pas reconnues. Et comme dirait une de mes autres lectrices, il y a certainement d'autres personnes qui se sont reconnues. Mais non, ce sont des femmes des histoires que j'ai croisées, que j'ai rencontrées. Et ensuite, vous savez, mon travail d'abord est d'écouter beaucoup. Et je pense que je fais un travail romanesque. Je pense que la thérapie et être thérapeute, c'est vraiment un boulot romanesque quand on aime et quand on est passionné. Et après, forcément, en fait, on a un travail d'observation. Donc, à partir du moment où... mais quand même, il y a eu un changement entre le moment où j'ai écrit mes essais. Donc, vous avez lu Une arabe en France, vous, c'est ça, hein. J'ai vraiment senti, vraiment, hein, pour celles qui ont envie peut-être d'écrire, mais j'ai senti un retournement, un switch total lorsque j'ai commencé à écrire un roman parce que je regardais tout, j'écoutais tout. Toutes les situations étaient bonnes à reproduire, chaque environnement était intéressant pour telle situation. Et je vous remercie beaucoup d'avoir dit ce que vous avez dit parce que, je sais pas, on anticipe peut-être, Leïla, là, mais ce que vous dites confirme en fait ce que je vous disais au début, c'est-à-dire ce truc très puissant. On ne sait pas d'où ça vient, mais en fait, c'est quelque chose à l'intérieur de nous et c'est très corporel. Et donc, c'est très personnel. Et je dirais même que c'est archaïque parce que vous régressez. Vous régressez en deçà de ce qu'on pourrait imaginer pouvoir régresser quand on porte un enfant et quand on le met au monde aussi, beaucoup. L'accouchement est un moment moi je trouve, et puis par ailleurs, ce que vous dites en termes de lumière, de communion, etc. Il y a quelque chose, je dirais, que j'ai voulu mettre en place dans ce livre et que j'ai voulu raconter, c'est la communion avec l'éclosion de la nature et avec le rythme des jours et de la nuit
Et ce que vous n'avez pas dit, je crois, mais vous l'avez pensé très fort, c'est qu'il y a quelque chose de très sensuel, en fait, dans la maternité. Et ce que j'ai fait dans ce livre, c'est que j'ai essayé de brasser la sensualité maternelle, la sensualité des corps. On parle beaucoup des corps dans le livre, et la sensualité de la nature. Et ça se passe dans un endroit particulier qui est particulièrement sensuel. Justement, Voilà. excellente transition. C'est vrai qu'on a effectivement le sentiment que, au cours du livre, en tout cas, que finalement, Ève va accoucher d'elle-même. Donc, ça va être une naissance et elle va être témoin de sa propre naissance en quelque sorte. Et en fait, les personnages du livre ne sont pas limités aux femmes ou à tous ces personnages physiques. Il y a aussi cette île énigmatique qui est un personnage pour moi incontestable du roman. Il nous rappelle l'Éden, évidemment, puisque le temps de la création du monde, en 7 jours, eh bien, Ève, qui est l'archétype du féminin, va traverser les affres de ce qu'elle est pour découvrir qui elle est vraiment et si elle est prête, en tant que matrice originelle, à recevoir la vie pour transcender ce qu'elle est. Et elle peut être même un peu l'île mythique de Djerba, à mon avis, hein, qui est, selon certains, l'île préférée d'Ulysse. Alors, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de ça? Et après, je donnerai la parole à Nadia. Oui, alors effectivement, ça se passe à Djerba, dans un endroit que je connais très très bien, qui est un endroit magique, onirique, comment dire, dans tout, enfin, qui éveille tous vos sens, qui est un endroit de fait très inspirant, qui est au bord de la mer. La mer joue un rôle important aussi parce que la mer est aussi symbole de fécondité. Et puis, il y a un petit clin d'œil à la Tunisie à la fin parce qu'on parle du couscous au Mérou, et le poisson étant symbole de fertilité aussi. Mais je n'ai pas du tout voulu dire, en fait, préciser que ça se passait à Djerba, parce qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt pour le livre. Ça n'avait d'intérêt pour moi que pour faire l'exercice que je ne maîtrisais pas, et je pense que je ne le maîtrise pas encore, de décrire ce que la nature et les sensations, les bruits, la lumière, le changement des lumières, les couchers de soleil qui sont tous les jours très différents et qui sont parfois apocalyptiques, donne comme impression à ceux qui vivent dans cet environnement clos, en fait, dont on ne peut pas sortir. On est comme emprisonné sur une île. Donc, comme on est emprisonnés entre nous, les femmes, qui nous racontons toutes ces choses-là. Donc oui, c'est à Djerba, c'est dans un endroit que je connais très bien, mais en fait, c'est une histoire universelle. Ça aurait pu se passer, je sais pas, à un moment, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, c'est peut-être en Grèce. Ah, je me suis dit, c'est chouette qu'il pense que moi, je puisse raconter un truc sur la Grèce, alors que voilà, je poste beaucoup de choses sur les réseaux sociaux sur Djerba, mais oui, c'est là-bas, et c'est enfin, je pense qu'il y a une influence. Ouais, voilà. Ce que je veux dire aussi, c'est que on oublie maintenant. Maintenant, parce qu'on est dans la rapidité, on est dans la performance, l'efficacité, etc. Et j'en fais partie, hein. Mais quand on fait une pause, on oublie à quel point la nature a une influence sur nous, à quel point nous sommes bercés, en fait, enfin, c'est un cliché de dire ça, mais par la mère nature, en fait. On est vraiment bercés par ça. Et Ève suit ces rythmes-là. Elle suit le rythme du jour, de la nuit, du départ des pêcheurs, des levées de soleil, voilà. Il y a une forme de cosmogonie, quoi. Il y a un ordre cosmique qui fait Complètement. en osmose avec ça. Voilà. Absolument. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'au fur et à mesure que, là je l'ai je l'ai travaillé, au fur et à mesure que le livre avance, les couleurs diffèrent, en fait. Les couleurs sont plus violentes au départ, et au fur et à mesure, elles sont plus
plus apaisée, plus lumineuse. Nadia, je vous donne la parole. Je te donne la parole, Nadia, si ton micro est en marche. Et bienvenue. Je la vois pas, Nadia. C'est normal. Oui, elle est dans le groupe, elle est en bas. Peut-être que deuxième. J'ai mis. Vous m'entendez? Oui, on t'entend difficilement. Vous m'entendez? Ouais. Alors, je vais changer. Parce que pour le coup, moi j'ai 4 enfants, donc le dimanche, là je les ai attachés pour vous parler. Je plaisante. Merci beaucoup Fatma et Laïla pour cette présentation. Fatma, j'ai pas encore lu votre livre, mais la présentation m'a beaucoup donné envie de le faire, donc c'est aussi le but du book club. Ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je le lise, mais là je suis encore plus déterminée à le lire, donc je vais faire ça. Et moi j'ai une question sur la culpabilité. Et la question que j'ai mise dans le groupe, sur la culpabilité des femmes, on dit souvent on culpabilise beaucoup d'être une mauvaise mère quand on travaille, d'être une mauvaise salariée quand on est mère, de ne pas pouvoir tout faire bien. Et en plus, ce que je remarque, c'est que longtemps, moi, j'ai accusé le patriarcat de nourrir cette culpabilité de femmes, sauf que je vois qu'il y a de plus en plus de femmes aussi. Et hier, je me suis un peu écharpée sur Facebook avec une femme qui disait arrêtez de dire que vous vous sacrifiez pour vos enfants. Et donc, je lui dis, mais en fait, qui doit dire ce qu'on doit ressentir? Si une femme éprouve le besoin de dire qu'elle qu'elle se sacrifie, parce que finalement, on se sacrifie quand même beaucoup. Après, je ne dis pas qu'il faut le reprocher à nos enfants, ce n'est pas du tout mon propos, mais on sacrifie quand même nos nuits, pour commencer. On sacrifie notre corps, comme disait Fatma tout à l'heure. Genre quand on grossit, moi j'ai développé des maladies auto-immunes avec mes grossesses. Donc oui, il y a une forme de sacrifice. Et alors, comment on sort de cette culpabilité d'être mère et d'être femme et de par moment se dire ah si j'avais pas eu d'enfant, après tout on a le droit de le ressentir. Ça veut pas dire qu'on va finir par mettre le gosse dans le frigo, dans le congélo ou les attacher. C'est un peu provoque, mais est-ce que c'est oui. Non, voilà, comment on aide les femmes à ne plus culpabiliser? Alors d'abord, c'est comme si vous étiez là au tout début, hein, parce que c'est exactement ce que je disais. Je disais que en vrai, on a beau se dire, en vrai, on donne notre vie pour nos enfants. En vrai, c'est ça. Et que en fait, on a beau nous dire, non, mais vous êtes libre de faire ci, de faire ça, etc. Non, tout bascule dès qu'on est mère. Et sur la question du patriarcat, moi, je fais partie de celles qui pensent que même si ce sont des femmes qui nous donnent qui lancent comme ça des injonctions, c'est dû à l'environnement, c'est-à-dire qu'elles ont été imprégnées par un discours masculin. Et puis, on a beaucoup tendance aussi à vous donner des leçons sur ce que vous devez faire en tant que mère, etc. Maintenant, la culpabilité, moi, je n'ai pas de solution pour la culpabilité féminine en général parce que les femmes, comme disent beaucoup de mes patientes, marchent sur deux jambes et la culpabilité et le manque de confiance en soi. Je pense que la solution relève dans ce que vous avez fait vous, c'est-à-dire de répondre de cette façon, de prendre la parole, d'être libre, comment dire, d'assumer la liberté et la décision que vous avez prise en toute liberté d'avoir 4 enfants, de le regretter, peut-être, c'est peut-être pas le mot, j'en sais rien, peut-être qu'il y a des femmes qui le regrettent, mais qui se disent je referais bien un tour en arrière, toute seule célibataire, sans avoir ce truc dans la tête, mais ça fait partie des choses que j'ai envie qu'on puisse dire publiquement. C'est ça en fait, c'est des choses qu'on se dit qu'entre nous, mais c'est ce que je décris dans le bouquin. Donc à partir du moment où vous l'assumez, je pense que petit à petit la culpabilité va disparaître, parce que c'est quoi la culpabilité? C'est l'impression d'avoir commis une faute qu'on n'a pas commise. Et en fait, on n'a commis aucune faute. Et on vit avec cette idée qu'en permanence, on fait mal. Alors, on fait ce qu'on peut. Et ce que je disais tout à l'heure
Nasira, c'est qu'en fait, on fait toujours mal. Enfin, je sais plus, non, je crois que c'était Sophia, on fait toujours mal. On fait toujours mal parce que on n'est pas parfaite, mais je pense que quand on est une mère non pathologique, ce qui est la majorité des mères, on fait ce qu'on peut et surtout pour nos enfants, on fait au mieux, toujours, toujours, toujours au mieux. Et si on fait au mieux, on ne peut pas faire plus. Donc, il faut je dirais, se convaincre de l'idée selon laquelle c'est notre vie, c'est comme ça qu'on ressent les choses, c'est que nous sommes paradoxales, que nous vivons avec des contradictions, que nous avons nos émotions, nos états d'âme, y compris à l'égard de nos enfants et enfin, je vais pas être vulgaire, mais et basta, quoi. C'est notre vie, on se débrouille avec. Voilà. Merci. J'ai hâte de le lire. J'espère qu'il vous plaira. Je t'en prie, vas-y. C'est moi? Oui, Sophia. Voilà. Non, parce que ça a coupé. Alors, moi, je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, Fatma. Parce que c'est super important, cette question de la responsabilité. D'ailleurs, comme l'a dit Leïla au tout début de notre rencontre, le personnage de la maman de Victoria. Alors moi, des mamans de Victoria, j'en rencontre pas mal parce que je m'occupe d'enfants, avec une association, on fait des activités avec des enfants en situation de handicap. Donc, je suis amenée à rencontrer leur maman. Et alors si vous voulez, j'ai l'impression que c'est encore beaucoup plus puissant quand on a un enfant porteur de handicap. Cette responsabilité, peut-être cette culpabilité, enfin, en tout cas, cette responsabilité, c'est sûr, et l'oubli de soi. Et quelque chose aussi, alors que j'aimerais souligner là maintenant, c'est la précarité. Parce qu'en fait, finalement, moi, je suis pas particulièrement dans une situation précaire, mais parce que j'ai eu des enfants, j'ai posé des congés parentaux, j'ai donné plus de temps, j'ai consacré du temps et je ne regrette pas, c'était un choix. Et ce que tu disais, Nadia, tout à l'heure, c'est vrai, voilà, ce n'est pas une question de dire quelque chose de bien ou de mal, c'est une réalité. J'ai fait ce choix-là, mais en même temps, dans ma carrière professionnelle, j'ai renoncé à pas mal de choses et on le regrette ou on ne le regrette pas. En tout cas, voilà, c'est des choix qu'on a faits. Toujours est-il qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, par exemple, si on devait regarder les plus précaires, ça restera les mères, les femmes, mais surtout les mères. Parce que souvent, elles se retrouvent seules avec leurs enfants quand elles n'ont pas leur conjoint ou quand le conjoint a abandonné l'île. Et voilà, donc ça, c'est une question qui est vraiment importante parce que même si, au-delà des questions de responsabilité, il y a vraiment cette question-là aussi de difficultés sociales. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour lesquelles je pense que chacune d'entre nous doit pouvoir, doit se battre. En tout cas, moi, ce que je fais à mon petit niveau, c'est aussi ça. Mais c'est vrai que c'est les femmes, on a cette injonction naturelle de porter l'enfant et de l'éduquer. Mais socialement parlant, on n'est pas dans quelque chose d'équitable. Voilà, c'était Alors juste une parenthèse. là-dessus, non, mais vous avez raison. Et moi, j'ai traité de cette question dans un ouvrage, dans un de mes essais qui s'appelle Le choix des femmes, où vous verrez que vous avez de très nombreuses études et toutes les études de l'OMS montrent que la précarité est féminine. Elle est féminine. Donc, vous avez parfaitement raison, le monde du travail. C'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'en fait, nous sommes dirigés par un discours patriarcal. Je voudrais revenir à ce que vous disiez sur le handicap. Moi, j'ai pris le contre-pied de ce que vous disiez, c'est-à-dire de l'abnégation, etc. Parce que en fait, vous avez lu un peu La mère de Victoria, peut-être. Voilà. Et donc, effectivement, la mère de Victoria se sacrifie. Mais Leïla, je lis la partie dont on a parlé. En fait, je voudrais aussi que vous sachiez que les mamans de handicapées, que ce soit autisme, trisomie, autres maladies génétiques, peuvent aussi réagir de la façon suivante.
Donc, je vous lis un extrait du chapitre Victoria Station. Juste Fatma, si vous voulez bien, juste parler un peu du personnage pour l'introduire, parce que comme il y en a certaines qui ne l'ont pas lu. Oui, allez-y. Alors, la mère, la mère de Victoria est donc une maman qui a une enfant trisomique. Elle ne veut pas, donc lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte d'un enfant trisomique, elle souhaite avorter, sauf que son conjoint ne veut pas et l'oblige à garder l'enfant. Et il se trouve que lorsqu'elle accouche, eh bien, quelques temps plus tard, il va se faire la malle et elle va assumer cette responsabilité seule. Donc, c'est un personnage qui m'a vraiment bouleversée. Déjà parce qu'on revient sur la question de la responsabilité de la mère, qui assume justement la vie, et aussi de la lâcheté parfois de certains hommes face à l'adversité. Donc, je vous laisse la parole. Alors, en fait, au début, elle ne sait pas qu'elle a un enfant trisomique parce que précisément, elle a oublié de faire un examen. Et donc, là, elle raconte à Ève son histoire, parce que ce sont des histoires qui se racontent au bord de l'eau. Leur crique, la crique donc où tout se passe, leur crique habite la naissance de liens forts qui se tissent au long des heures qui passent. Ève n'a d'autre choix que de se laisser couver par ce nid d'émotions mélangées en cours d'édifice. Elles s'assoient toutes les deux, donc Ève et la mère de Victoria, dans l'eau qui leur arrive jusqu'au mollet. Ève est prête à encaisser maintenant qu'elle est dans la mer. La mère de Victoria est comme folle après l'annonce de la trisomie. Elle disait, ce n'était pas sa fille, que l'équipe se trompait, qu'elle confondait avec un autre box et avec une autre femme. Elle avait du mal à bouger et elle demandait à son compagnon où était leur bébé. Elle s'entêtait. Lui faisait les 100 pas à côté d'elle, la tête baissée, rongé par son chagrin. Comme il ne répondait pas, elle insistait. Où était leur enfant? Le médecin lui montre sa fille et c'est bien ce nouveau-né. C'est votre fille, madame. C'est bien elle. Là, elle s'énerve. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Montrez-moi mon bébé, vous dis-je. On lui explique, elle répond, vérifiez s'il vous plaît, faites correctement votre travail. Enfin, c'est comme ça que vous traitez vos patientes, hein? À ce moment-là, son compagnon s'assoit sur le lit à ses côtés pour la calmer. Elle lui tient alors la tête avec ses deux mains qui serrent son visage. Ils se font face, les fronts se touchent, ils se regardent les yeux dans les yeux et elle lui dit que qu'elle et lui n'ont pas pu donner un enfant pareil. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Il n'y a qu'à la voir. Elle n'a rien de lui ni d'elle. Lui est beau et en bonne santé, et elle aussi, tandis que ce bébé est un monstre. Qu'il le prenne, elle n'en veut pas. Puis, après tous ces cris, elle a replongé dans cette apathie qui l'enserre depuis l'annonce de la grossesse, et dès ce moment, elle se sent comme aspirée par une douleur profonde et mélancolique. Elle ne veut pas voir le bébé ni le toucher. Les médecins ont mis sa décision et son comportement sur le compte d'un baby blues sévère ou elle ne sait plus trop quoi. Or, elle était tout à fait consciente que sa vie était fichue, mais qu'elle le serait peut-être un peu moins si elle n'avait plus affaire à cette horrible créature. Elle a eu quelques heures pour décider si elle souhaitait le garder ou le placer en vue d'une adoption. C'est étrange comme tous ses souvenirs lui reviennent de cette façon aujourd'hui. Ces mots font à Ève l'effet de la brûlure d'un fer incandescent qui la secoue. Et comme elle ne sait que dire, elle lance « J'ignorais que l'on pouvait décider de laisser un enfant pour adoption. Disons que je ne me suis jamais interrogée à ce sujet. Pardon, je dis n'importe quoi parce que je ne sais pas trop comment réagir. » Bouleversant, ce passage. Complètement. Nadia, je t'en prie. Oui, merci, parce que ça m'a beaucoup parlé. Merci Fatma, parce que ma mère est assistante maternelle et effectivement, elle a eu ce cas de figure avec un couple où l'homme voulait absolument garder l'enfant et finalement, c'était un trisomique et il est parti quand l'enfant avait 3 ans, un peu moins de 3 ans.
Et donc, c'est la femme qui est restée, et ça m'avait frappée parce que moi, j'étais ado, et je m'étais dit, voilà, c'est la femme qui doit encore assurer. Et ça m'avait frappée, en fait. Enfin, je trouve que c'est des exemples qui sont très parlants. Voilà, je voulais juste te dire merci. Ouais, pour moi, c'est un passage qui m'avait énormément brassée. Voilà, je me suis beaucoup retrouvée en fait dans la mère de Victoria, parce que c'est vrai que on sent que c'est une femme forte et qui qui prend vraiment le sens de sa responsabilité et qui protège sa fille en fait. Elle protège son enfant. Elle l'aime littéralement et Elle est même désagréable en fait. Elle est même. Oui, mais parce qu'elle sait ce qu'il attend. Elle est même désagréable, elle est hautaine, elle est pas facile d'abord parce que sa vie est dure avec cet enfant, mais bien sûr, elle va évoluer. Mais elle est d'un abord très difficile. Elle est arrogante, elle est agressive. Oui. Ouais. Donc oui, on peut dire ça. Moi, combien de patientes j'ai eues au cabinet qui disaient c'est horrible, mais voilà, j'aimerais qu'il meure ou qu'elle meure. Ou voilà, ce sont des choses qu'elles mettent du temps à s'avouer à elles-mêmes, quoi. Parce que c'est évidemment pas facile. Mais au fond, tout en le disant, elles le pensent pas tout en le pensant. Enfin bref, c'est très compliqué. Mais en tout cas, elles ont besoin d'un espace pour pouvoir le dire. Exactement. Et cet espace est symbolisé par ce lieu, cette île, où, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un endroit où on se dit tout, où on s'autorise à tout se dire. C'est un lieu presque sacré, où la parole est libérée. Voilà. Où on peut se dire les choses qu'on ressent, qu'il y a dans nos tripes, qu'on ne dirait peut-être pas à n'importe qui. Alors, une femme, une mère peut nous comprendre. Elle peut comprendre la difficulté que c'est que d'assumer un enfant handicapé, puisque on connaît la société, la difficulté de la société, l'inhumanité qui existe dans notre société. C'est pour ça que ça la rend aussi très touchante, la mère de Victoria. Oui, oui. Elle est très lucide, en fait, sur l'avenir de son enfant. Complètement, oui. Alors, Nassira. En fait, vous m'avez donné beaucoup envie de lire ce livre, entre autres. J'ai une liste qui n'en finit plus. Mais en fait, je me rends compte, en vous écoutant et en faisant un espèce de flashback sur ces 7 ans de maman, on va dire, hein. En fait, on croit faire un choix d'être mère quand on y va et que c'est un choix. On croit qu'il est éclairé, mais en fait, il n'est pas éclairé, puisqu'en fait, on s'engage dans un chemin qui est totalement méconnu. C'est Nadia qui disait « j'ai une maladie auto-immune », mais moi aussi. Enfin, et je ne sais pas si je l'aurais eu si je n'avais pas eu ces enfants. Et en fait, on se rend compte qu'on s'est embarqué dans un chemin qu'on croyait avoir choisi de façon éclairée, et en fait, on y va, on est dans le noir, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on, même si on lit tous les manuels d'éducation de nos enfants, tous les trucs d'éducation positive, bienveillante, etc., même si j'y passais des heures et des heures, c'est qui disait ça? Sophia. Je suis sûre que je vais me confronter à cette situation où forcément, en pensant bien faire, j'ai un retour qui est « mais maman, tu as mal fait ». En fait, on s'embarque dans quelque chose où on est dans le noir et tous les jours, on y va avec la torche. Déjà, quand on est enceinte, parce qu'on découvre chacune des phases. Alors aujourd'hui, la parole s'est de plus en plus libérée, on trouve de plus en plus d'informations autour. Enfin, moi, je me rappelle quand j'ai accouché il y a 7 ans la première fois, je me suis dit, mais comment personne ne m'a expliqué que ça se passait comme ça? Enfin, c'est pas possible. On nous cache beaucoup de choses, on nous explique quelque chose de totalement idyllique. Et en fait, alors peut-être que ça peut être idyllique, peut-être, enfin moi j'ai fait cette rencontre et j'ai eu cette illumination, mais tout le chemin, il y a aussi une acceptation d'un retour à quelque chose qui est profondément animal. Enfin, mais enfin, moi, j'ai cette sensation qui m'a submergée tout de suite en me disant, si je n'embrasse pas ce côté animal, il va me bouffer.
Enfin, parce que il faut y aller. Enfin, l'accouchement, un accouchement physiologique, enfin, où on ressent tout, etc. Enfin, et puis ce sang enfin voilà, tout ce qui se passe physiologiquement dans le corps et physiquement, c'est être capable d'embrasser une condition animale dans une société où on se veut. Enfin voilà, dans une société où la culture, où on a évolué et on a laissé loin derrière nous cette condition animale. Donc en fait, je me rends compte en fait, là, en écoutant notre conversation là depuis 1 heure, que j'avais fait un choix que je pensais éclairé en ayant un enfant à 40 et 43 ans. Et au final, je me suis mis dans un truc où je ne maîtrisais rien et je continue de ne rien maîtriser. Après, c'est aussi les surprises de la vie, parce que sinon, on s'ennuierait. Oui, Mais c'est bon, intéressant d'avoir ce regard. Et je vois quelque chose de tragique dans ce choix. Il y a quelque chose de tragique parce que moi, j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont en bonne santé, mais il y a aussi tous ces destins qui sont bouleversés par des choses enfin, voilà, qu'on ne maîtrise absolument pas. Enfin, cet enfant trisomique dans votre personnage, etc., ça vous chamboule une vie, ça vous la met à l'envers, quoi. Donc, et déjà, rien que d'avoir un enfant, ça vous met votre vie à l'envers. Donc là, je n'imagine même pas. C'est quand même dans une machine à laver et faire le tour plusieurs fois, quoi. Mais c'est intéressant. J'aime ce côté tragique, en fait, de nos conditions de mère, même si dans le tragique, il y a forcément une connotation négative. Mais si on le regarde sous un autre angle, c'est intéressant de se dire, ouais, il y a quelque chose d'intéressant dans ce mot, je trouve. Merci. D'où le titre L'île aux mers. Fatma, nous arrivons au terme de notre échange, sauf s'il y a d'autres questions. En fait, j'avais juste envie de... Parce que Nassira venait juste de parler de ce qui se dit, ce qui ne se dit pas du côté animal, etc. J'avais prévu de lire l'extrait de MSF qui ne peut pas avoir d'enfant. Oui. Hein, je pense que ça peut aussi vous donner une idée de... C'est quelle page, Fatma? Alors, je vais chercher... c'est 169. Donc là, elles sont... on est presque à la fin. Elles sont toutes... en train de se baigner ensemble, elles ne se connaissaient pas. Et puis d'ailleurs, ce qui est très sympa, c'est que j'ai des fans de Eve. Et donc, sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui se sont mises à faire des dessins. Et donc, cette promenade dans la mer a beaucoup inspiré parce qu'elles marchent toutes ensemble vers la mer, donc vers l'indéfini, en fait, l'infini et l'indéfini. Et donc là, il y a MSF parce qu'elles ont toutes comme ça un nom. Non, elles s'appellent MSF, cheveux rouges, etc. MSF qui discute avec les femmes. Et là, c'est Eve qui parle. Elles sont dans la mer. Hein. Depuis que je vous écoute, je remercie le destin de m'avoir épargné. Ma décision est prise, je suis finalement bien ainsi. J'ai l'impression que je voulais un enfant pour mon propre plaisir et je comprends maintenant qu'il ne s'agit pas d'un jeu anodin, affirme Eve. Or, rien d'anodin, je confirme. C'est supporter l'insupportable pour porter un enfant, alors que mes amies me disaient que c'était très difficile, mais elles n'ont pas réussi à me dissuader. En réalité, tout est tellement compliqué. Quand je pense à toutes les investigations médicales, oh, m'en parlez pas, réagit Eve. Lorsqu'on rentre dans cette spirale, le corps de la femme est examiné de fond en comble, trituré dans tous les sens. Il se transforme en couveuse. Les relations sexuelles deviennent mécaniques. Oubliez la libido et la tendresse. Balayez le roman sur la table de chevet, maintenant c'est le seigneur thermomètre qui y trône. Tous les matins, le premier geste consiste à se le mettre dans les fesses. Si la température augmente, on se jette comme une furie sur son compagnon. Ces jours-là, au lieu de lui murmurer « j'ai envie » ou « je t'aime », on gémit « j'ovule, féconde-moi ». Puis, une fois que c'est fait, on reste quelques minutes, les jambes relevées pour être bien certaine de ne laisser échapper aucun spermatozoïde. Elle hurle tellement elle rit toute. MSF, finalement, est une pince sans rire. Elle a le don d'évoquer des détails les plus cocasses de cette course absurde sur un ton très neutre. C'est vrai, quoi.
Voilà comment un projet imaginé dans l'amour peut devenir une sorte d'obligation, un processus mécanique, sans compter l'humiliation suprême lorsqu'il s'agit de savoir si la stérilité vient de l'autre. Vous savez que votre compagnon, celui que vous aimez et qui vous promet l'exclusivité, oui, oui, cet homme-là, l'amour de votre vie, celui que vous voyez comme l'unique père de vos enfants, eh bien, il s'avère capable d'être excité par les pétasses intégralement épilées des revues pornographiques gentiment posées dans les boxes des laboratoires d'analyse pour le recueil de sperme. Comme ça, tranquille, et ça ne choque personne. Quand on pense qu'à ce moment précis, si décisif, ce n'est pas à la mère de son enfant qu'il pense, mais à une autre femme qui le met en érection, et c'est d'un humiliant. Vrai ou faux? Je ne sais pas. Est-ce que ça fait réagir quelqu'un? C'est complètement vrai. C'est complètement vrai parce que moi, j'ai travaillé dans un laboratoire justement pour féconder les femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et moi, j'emmenais donc les hommes dans les cabines avec leurs livres pornographiques. Et je trouvais ça pas joli du tout, quoi. Parce que bon, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir d'enfants, ok, mais je pense qu'il y a d'autres moyens que de les mettre dans une salle avec une revue pornographique. Je trouve ça un peu sale. Voilà, ça c'est mon opinion. Et je voulais juste te dire un truc parce que là, j'ai que 3%, c'est que je n'ai pas trop parlé. Je voulais simplement dire que moi j'ai eu un bébé à 7 mois, donc prématuré, tout petit comme ça, 1,4 kg. Et que c'est vrai que le papa est parti tout de suite. Donc, tout de suite après mon accouchement, il est parti. Évidemment, on ne l'a plus jamais revu. Ça, ce n'est pas un problème. Mais qu'effectivement, en restant femme et avoir un enfant, ben, on n'est plus femme parce qu'on est… Enfin, moi, je me sentais plus femme, mais je me sentais responsable de mon bébé d'abord. Parce que comme j'étais toute seule, ben, je me sentais encore plus responsable. Et je me suis pas sentie femme pendant des années pour pouvoir l'élever correctement. Alors, le truc précaire, c'est vrai aussi, c'est très important pour une femme parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Donc, on bosse comme une dingue, mais on fait aussi plein de choses à côté pour être aussi avec lui. Donc, on essaye d'être 4h30 le mercredi, on essaye de tout faire, on essaye de le rendre heureux, on essaye de lui faire ses études. En tout cas, moi, j'en suis là. Il a 32 ans. Il m'embête. Il est encore à la maison. Je l'aime à la folie. Et en tout cas, une femme, ce que je veux vous dire, c'est qu'une femme, malgré tout, c'est une putain de femme parce que quoi qu'il arrive, on fait tout pour eux. On fait absolument tout pour eux. Voilà ce que je voulais dire. Et ceux qui ont lu le livre, je suis très, 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 très fusionnelle avec mon fils. Mais c'est vrai que Jules et moi, c'était moi, quelque part. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Il me reste que 2% de batterie. Merci. Voilà. Merci pour votre témoignage. Ben, alors, voilà. s'il n'y a pas d'autres questions, je redonne la parole à Fatma pour clore la discussion. Mais écoutez, merci beaucoup pour ces échanges parce que c'est vrai que j'ai rarement eu comme ça des échanges. Il n'y a pas eu de blanc en fait. C'est bien. Pour celles qui n'ont pas lu le livre, j'espère que ce qu'on s'est dit là va les éclairer parce qu'en fait, il y a beaucoup de niveaux, enfin au moins 2 niveaux de lecture du livre. Il y a cette rencontre amicale, les liens qui se nouent au fur et à mesure, les histoires qui se racontent, mais en fait, il y a un autre niveau de lecture qui est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus métaphorique et beaucoup plus symbolique. Les deux sont tout à fait valables. Je veux dire, quand on me dit, moi, je n'ai plus du tout envie de quitter cette île, j'ai envie de rester avec ces personnages, elles sont tellement attachantes, mais où c'est, j'ai envie d'y aller, etc. C'est très bien. Et quand on me dit, comme on s'est dit là, à quel point effectivement c'est tragique, à quel point
on essaye de courir, de faire bien, et au fond, qu'est-ce qui fait que nous y allons quand même, etc. Eh bien, c'est aussi un autre niveau de lecture. Et après, il y a toute la symbolique dont je parlais au départ, qui est quasi biblique, c'est-à-dire que c'est dans un endroit effectivement biblique avec certains symboles, voilà, Ève, les palmiers, voilà, sauf qu'effectivement, il n'y avait pas la mer dans ce qui était supposé être l'Éden, mais la mer, en fait, ce sont des prophètes, ces femmes sont des prophètes, et des prophétesses, je ne sais pas si ça se dit, je crois, oui, et elles annoncent, c'est une sorte d'annonciation, quoi, voilà, pour Ève, et voilà, j'espère qu'il vous plaira, quel que soit le niveau dans lequel vous le lirez. Merveilleux. Merci Fatma pour cet échange très riche. Ce fut un vrai plaisir d'échanger avec vous toutes, mesdames. Merci beaucoup à vous. De cette maternité qui nous transcende, qui nous prend aux tripes, qui nous transforme et qui nous révèle aussi, puisque je pense que grâce à la maternité, on découvre qui l'on est vraiment à travers les enfants qu'on porte et qu'on nourrit et qu'on fait vivre et qu'on assume, grâce à cette matrice originelle dont a été investie la femme. Ça nous donne cette puissance, peut-être qui est jalousée par les hommes, parfois, peut-être. Je dis ça comme ça. Je vous remercie pour ce très beau livre qui me rappelle un peu les peintures de Rothko. Alors, je ne sais pas si vous en êtes inspiré, mais pour moi, Mais Rothko est citée. Oui, c'est pour ça. Lorsqu'elle rouvre une fenêtre, elle voit un tableau de Rothko, en fait. C'est peut-être un petit clin d'œil, parce que la couverture m'a rappelé ça, parce que j'ai une peinture de Rothko, enfin, une copie. Ah moi. Oui, je me disais, waouh. Du coup, j'invite toutes les mères à l'offrir à leur mère pour la fête des mères et aux femmes qui s'interrogent sur la maternité et aux hommes qui s'y intéressent aussi. C'est un très beau livre, très symbolique, avec beaucoup, beaucoup de symbolisme et beaucoup de lecture. Et c'est aussi une lecture personnelle, donc chacun y trouvera ce qu'elle a envie d'y trouver. Je vous donne rendez-vous à la fin du mois avec notre chère Nadia Troubis-Safsaf qui nous a rejoint en cours de lecture avec son livre « Frères de l'ombre » que j'aurai plaisir de présenter avec vous et toujours au sein de la galerie humaniste Marronnage. Et je vous donne rendez-vous le 31 octobre à 14h sur Zoom et en direct Facebook. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.